Patronyme. Patronyme. Nora Bussini. Sylvain Attal. Nora Bussini, vous allez considérablement rajeunir la moyenne d'âge des invités de cette émission. Vous avez 27 ans. 29 ans. 29 ans, pardon, j'étais un petit peu en retard, mais enfin ça va, ça le fait encore. On peut donc encore vous classer dans la génération Z, hein? Non, c'est né après 95. Tout juste alors. Et ouais, tout juste, je la frôle. Vous êtes journaliste au Point et à Franc-Tireur, notamment, puisque vous êtes indépendante. Vous êtes une des incarnations d'un journalisme engagé, un journalisme d'investigation, un journalisme d'infiltration même, hein, on va le voir. Vous vous définissez comme féministe, militante féministe. Vous avez publié il y a 1 an et demi à peu près le récit de cette infiltration sous une fausse identité parmi les militants décoloniaux, intersectionnels, déconstructeurs de tout poil, ce qu'on a l'habitude d'appeler les woke, même si vous n'aimez pas trop ce mot, on y reviendra. Et plus récemment, vous vous êtes immergé dans la nébuleuse des contributeurs réguliers de Wikipédia, cette encyclopédie en ligne. Ce qui n'est pas moins intéressant parce qu'on y voit aussi, là aussi, des militants, des activistes qui cherchent à imposer une vérité, une vérité souvent alternative et en tout cas très partisane. D'abord, parlons de cette enquête il y a 1 an et demi qui s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs, paru chez Albin Michel. Et j'ai vu que vous n'aimez pas trop, justement, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous n'aimez pas trop ce mot woke. Alors, pas l'aimer, c'est pas ça. C'est plutôt que moi, j'ai envie d'être audible un peu par tout le monde, parce que c'est l'idée peut-être de l'engagement aussi. C'est que ce qu'on veut porter puisse être recevable. Et j'ai remarqué que quand on emploie le terme wokisme, on perd systématiquement une partie de la gauche qui va dire oh mon Dieu, c'est quelque chose lié à l'extrême droite, on ne veut pas en entendre parler. Alors que dans les faits, ces militants À que j'ai l'extrême pu. gauche, vous voulez dire, wokiste. Non, mais le terme woke est Ah justement oui, associé à, voilà, surtout employé par des gens d'extrême selon eux, droite, hein, oui. selon eux, par Avec le l'extrême côté droite. péjoratif. C'est ça, qu'on peut lui exactement. Et donner. d'autant plus que ces militants que moi j'ai pu côtoyer, comme vous l'avez justement rappelé pendant plus d'1 an, ne se qualifient pas comme woke. Ils ne se reconnaissent pas sur ce thème-là. Au contraire, ils l'utilisent maintenant avec ironie, en disant de toute manière, on nous considère comme woke. Mais par contre, tous ont en commun d'appartenir à ce qu'on appelle l'ultra-gauche, un militantisme que je connais bien, sur lequel je travaille beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie de rappeler que ce sont vraiment des militants d'ultra-gauche, des militants politisés et brutalement engagés. Oui, parce que woke, effectivement, devient péjoratif, mais en fait, il faut rappeler l'étymologie, Oui. c'est que en anglais, ça veut dire éveillé. Mhm. Donc c'est très bien d'être éveillé, au Tout à fond, fait. d'être conscient. Bien sûr, c'est être éveillé envers les discriminations qui nous entourent. Donc en soi, moi, je me considérerais dans ce cas-là techniquement woke. Sauf que ce terme-là, justement, n'est pas le bon, puisqu'on a, pour moi, ce sont des militants, une forme de radicalité dans le progressisme. Et c'est ça qui est différent de militants progressistes, qui luttent contre l'homophobie, contre le racisme, qui luttent pour les questions de féminisme, ne sont pas forcément tous woke. Alors, quelle différence avec ceux qu'on appelait, moi, dans ma jeunesse, les gauchistes? Ah bah écoutez, il y en a pas beaucoup. En tout cas, moi je dirais que c'est une ultra-gauche parce On qu'elle est. réinvente rien. Non, non, on réinvente pas forcément, d'autant plus que les causes restent un petit peu toujours les mêmes. Peut-être que les réseaux sociaux, mais je pense qu'on y reviendra après, vont encore plus radicaliser des opinions. Mais finalement, on reste sur des militants d'une ultra-gauche tels que d'autres ont pu la connaître bien avant moi. Enfin, si, il y a quand même des différences, parce que mais ça, vous allez en parler, c'était le fond c'est ce que vous avez découvert, au fond. Vous allez nous raconter un peu dans le détail ce que vous avez fait, mais ce que vous avez découvert, ce qui est le plus frappant, c'est que c'est des gens qui passent leur temps à exclure tout le monde, quoi. C'est Oui. une sorte de racisme à l'envers, quoi, non? C'est exclure sous prétexte d'inclure. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Et j'ai, par exemple, quand même séparé des gens selon leur couleur de peau, séparé des couples homosexuels. Alors, juste racontez ce que vous faisiez. Donc, Oui, oui, oui. vous inscrivez comme une militante lambda et C'est ça, effectivement. Moi, je m'étais dit, déjà compliqué est-ce que le wokisme existe? C'était un petit peu la thèse de mon ouvrage, de me dire, voilà, est-ce qu'il existe? Si oui, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre, sans dire que je suis journaliste, différents collectifs, associations, groupes de parole, etc. Je l'ai fait pourquoi? Déjà, c'est important de le rappeler. C'est parce que, à l'époque, donc, j'écrivais déjà pour Marianne et pour Le Point. Et il y a eu lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 8 mars, il y avait une manifestation où le mot d'ordre et l'engagement étaient une cause louable, encore une fois, que sont les violences faites aux femmes. Et à cette manifestation-là, sur laquelle j'ai travaillé pour Marianne à l'époque, des militantes féministes, elles ont été tabassées, rouées de coups, et puis exfiltrées de la manifestation sous les applaudissements des participants, sous prétexte qu'elles étaient accusées de transphobie, donc d'être discriminantes envers les personnes trans. En parallèle, pour Le Point, c'est-à-dire, si je me permets de vous interrompre, c'est-à-dire que ces militantes féministes
c'est quoi leur point? C'est de dire qu'au fond, elles sont pas contre les transgenres, mais qu'au fond, une femme et quelqu'un qui a fait cette transition, c'est pas tout à fait la même chose? J'essaie Oui, de... c'était le message en tout cas que certaines portaient, de dire que, il faut arrêter de considérer, les femmes transgenres, donc les hommes nés hommes mais Mmh. qui ont transitionné pour devenir des femmes, comme des femmes à part entière. C'est un discours, qu'elles portaient. Je suis pas là pour donner un avis dessus, Ouais. mais en tout cas pour ce discours-là, elles ont été tabassées et ce qui est assez fou, c'est qu'elles étaient agressées avec notamment des pancartes, des bastons qui servaient à tenir des pancartes en disant: arrêtons les violences faites aux femmes» et je me suis dit: «Mais par qu'est-ce qui se passe? Quel biais s'est-il passé pour qu'on en vienne à trouver ça justifiable? Qu'on ne soit pas d'accord avec elle, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est-à-dire sur la violence, vous voulez dire? Oui, sur la violence. Effectivement, là, on était vraiment en pleine dichotomie. Et en parallèle, pour le point, justement, j'ai interviewé des militants qui étaient sortis de différents collectifs, associations féministes, LGBT, antiracistes, et qui avaient tous en commun de dire, bah voilà, il y a une radicalité dans ces milieux. Nous, on n'arrive plus à se reconnaître dedans. On est harcelé, on est insulté, on a peur. Et systématiquement, à chaque fois que je tentais de contacter ces collectifs, ils me disaient, nous, on ne parle pas à la presse d'extrême droite fasciste. Alors moi, je découvrais que le Point ou Marianne était d'extrême droite fasciste, je n'étais pas du tout au courant. Donc j'étais assez désarçonnée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette immersion, parce que je me suis dit, ils ne refusent de me parler. Comment puis-je accéder à ce qui se passe dans ces milieux militants? Et c'est pour ça que j'ai choisi la fausse identité. C'est des milieux qui sont hyper fermés, qui sont un peu parano, hein. Il y a une grande paranoïa. D'ailleurs, toute la démarche pour essayer de se faire admettre montre bien qu'ils ont peur, hein, des médias, en particulier des médias, évidemment. Oui, alors ils les abhorrent même, beaucoup de médias. Il y en a très peu qui trouvent, caution auprès d'eux. La plupart sont détestables, sont tous de droite, sont tous Ouais, fascistes ouais. et il y a vraiment, comme vous le dites, une forme de paranoïa parce que dès lors que notre discours n'est pas suffisamment acceptable, on est, immédiatement bloqué. Moi, c'était le cas, j'ai essayé de rentrer sur des groupes, on passe des formes de tests très longs où il faut rédiger, employer le bon vocabulaire, être inclusif et cetera. Donc oui, il y a un rejet, un rejet, une paranoïa. Alors, il y a une obsession, vous l'avez dit, de l'inclusion, c'est vraiment le mot Mmh. fort. Il faut être inclusif avec tout le monde. Et en même temps, ça aboutit à l'inverse. Oui. C'est-à-dire que ça aboutit petit à petit à exclure. Alors, ça commence par qui? Ça commence par les fascistes, évidemment, mais finalement, même des gens qui sont des militants sincères. Donc, vous avez participé à une espèce de service d'ordre, c'est ça? Oui, effectivement. Alors moi, j'ai intégré le service d'ordre de la Pride radicale. La Pride radicale, c'est un événement qui s'est lancé en 2022 Mmh. parce qu'ils estimaient que la fameuse Pride, la marche des fiertés qu'on connaît tous, elle était pas assez inclusive encore. Elle était trop capitaliste, hein, selon eux. Je les cite, mais je peux toujours pas compris pourquoi. Et que eux voulaient créer dans ce cas-là une sorte d'événement opposé, de contre-événement, Mmh. qui serait antiraciste pour les droits des personnes LGBT, de toutes les minorités, selon eux. Hein, je les cite. Et moi, j'ai rejoint cet événement. Pourquoi? Parce que en 2022, il a quand même réuni 20 000 personnes dans les rues de Paris. Et l'année où moi j'ai participé, il en a réuni 40 000, ce qui est énorme. En tout cas, moi j'étais assez surprise de me dire qu'un tel événement avec un message et surtout avec une condition aussi abusive pouvait réunir autant de gens. Je m'explique. Cette condition abusive, c'est celle-ci. C'est l'idée d'une non-mixité choisie. Alors qu'est-ce que c'est la non-mixité choisie? Vous allez me dire. C'est une sorte de mot qu'on enrobe d'une idée positive, mais qui finalement revient à appliquer de la ségrégation raciale dans les rues de Paris. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire de laisser des espaces interdits aux personnes blanches, soit réservés aux personnes dites racisées. Alors, le terme racisé, moi, j'étais reconnue dedans, puisque même si je suis de couleur dite blanche, une partie de ma famille vient du Maroc. Ma mère Mmh. est née au Maroc, donc je suis franco-marocaine, donc racisée. Et ce qu'il faisait que dans cette Mais il manifestation... demande une carte d'identité, il suffit. Et c'est ça qui est assez croquignolé, c'est que vous remarquez très vite qu'au fond, il y a quelqu'un qui dit bah, t'as qu'à dire que ton grand-père était noir, comme ça tu Oui, seras considéré comme racisé. c'est tout C'est à fait ça, ça. hein. Oui, alors aujourd'hui, Et quand ça même, passe en fait. Donc, ça passait. Alors aujourd'hui, ils sont un peu calés parce qu'il y a quand même des nuances, dans le sens où moi, j'ai découvert que j'avais un privilège qui est un white passing. Alors qu'est-ce que c'est un white passing? C'est que je ressemble à une blanche, même si je suis dite racisée. ouais. Donc j'ai quand même un privilège intra-racisé. Quand vous C'est... dites un privilège, c'est marrant parce que quand en général on dit j'ai un privilège, mais au contraire, avoir un privilège dans ces milieux-là, c'est contre-intuitif, hein. Ah, tout à C'est-à-dire fait. que c'est ce qui va justement pousser à vous exclure parce Ah que oui, vous oui. êtes privilégié. Ah, bien sûr, il y a même des groupes militants qui fonctionnent à l'idée de dénonciation de privilèges. C'est-à-dire qu'on se met en rond, en cercle, et à l'énonciation d'un privilège, vous reculez d'un pas. Et les personnes qui sont les plus loin dans la pièce auront la parole en dernier, afin que les personnes qui sont au cœur du cercle, c'est-à-dire qui ont le moins de privilèges, l'aient en premier. Hmm.
Et donc, à cette manifestation, la Pride radicale, moi, j'étais chargée dans le service d'ordre de faire appliquer cette non-mixité, c'est-à-dire, et vous l'avez dit, trier des gens. Donc, séparer, moi, je me suis même retrouvée à séparer des couples, un couple homosexuel. L'un des deux était maghrébin, l'autre était blanc. Donc, j'ai dit aux maghrébins, toi, tu peux rester, parce que les cortèges de début étaient réservés aux personnes dites racisées, et les personnes blanches étaient, elles, en fin de cortège. Donc, j'ai dit à son compagnon, toi, tu dois partir, mais lui peut rester. Et lui était outré. En fait, c'était de l'homophobie et du racisme à une manifestation qui est censée lutter Et contre. c'est ça qui est incroyable. Alors, ce qu'on a vu aussi dans la manifestation, soi-disant, contre le racisme, mais qui en fait était une manifestation pour l'antisémitisme, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, une manifestation qui a eu où il y a tenu des propos antisémites. Et alors Mm. ça, ce qui était assez fou dans Est-ce que ce c'est livre, les mêmes milieux tout à fait. vous les reconnaissez? Tout à fait, et même c'est assez important de le dire. Moi, je suis contente de faire cette émission parce que mon livre est sorti 3 semaines avant le 7 octobre. Mm. Et à peu près la plupart des collectifs et des groupes de parole et des assos que j'avais pu côtoyer se réjouissaient le 7 octobre. C'est-à-dire que vraiment, elles n'étaient pas au stade de ne rien dire. Elles étaient au stade de dire super, enfin la résistance, enfin le colon. Et le colon récolte ce qu'il a semé. Et on était vraiment dans un discours décolonial que eux voyaient comme victorieux, mais qui était finalement de l'apologie du terrorisme dans sa forme la plus crasse. D'où vient justement cette... Il y a une très forte dominante féministe, ça c'est Mhm. clair. Même si aujourd'hui, le féminisme, enfin les féministes, c'est très Oui. entre ceux qui sont pour les transgenres, ceux qui sont contre les transgenres, etc. Bon, ça, on a du mal à s'y retrouver. Mais il y a une chose centrale, c'est qu'ils se réclament tous décoloniaux. Oui, Hein. exactement. Bon. C'est le problème, c'est la question décoloniale. Moi, j'appartiens à un féminisme qu'on dit universaliste, c'est-à-dire qu'il est Mm. laïque, qu'il est pour toutes les femmes, et notamment c'est un féminisme qui va dénoncer le port du voile comme une oppression faite aux femmes. Et à partir de ça, c'est en ça que le féminisme universaliste est rejeté d'autres types de féminisme, parce qu'il est jugé, je cite, islamophobe, raciste, etc. Alors, il y a effectivement les transgenres de couleur, enfin bref, tous ceux qui vont cumuler un certain nombre de raisons d'être discriminés. Donc, Bien sûr. eux, c'est ceux qui ont le moins de privilèges, donc qui sont le plus portés au pinacle dans ces milieux. Oui. Hein. À l'inverse, il y a, on va dire, ceux qui ont vraiment pas de chance, c'est-à-dire les mâles blancs de plus de 50 ans, cisgenres. Voilà, eux, ils n'ont rien pour eux. Et puis, il y a toutes les catégories qui sont au milieu. Oui. Et c'est ceux-là qui sont en train de se faire un peu petit à petit pousser vers le banc, non? Oui, phagocyté, tout à fait, poussé vers le banc. Moi, cette immersion, j'ai réussi à la faire grâce à des personnes LGBT, justement. Ça qui est Mm. assez drôle, parce que vous parlez des personnes trans, etc. Mais c'était des personnes LGBT, trans, homosexuelles, qui me disaient, écoute Nora, nous, on n'a plus le droit d'aller à tel ou tel événement parce qu'on est blanc et qu'on est des hommes. Mm. Et avant, on pouvait y aller. C'était des événements contre le racisme, des événements contre l'homophobie, contre les discriminations. Mais on ne peut plus y aller parce que c'est des événements maintenant interdits aux blancs. Et c'est grâce à ça que moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je vais pouvoir tenter d'y aller vu que j'ai encore ce joker de femmes et de femmes dites racisées. Je Mm. déteste le terme racisé, malheureusement. J'arrête pas de l'employer parce qu'il est vraiment au cœur des luttes, puisque ces mouvances, en fait, décoloniales on a vu porter en France par des femmes comme Ouria Boutelja et beaucoup d'autres, aujourd'hui infusent ce militantisme. Et c'est ce qui en vient à faire l'apologie du terrorisme 7 octobre. Puisque dans leur logiciel, la personne opprimée s'est rebellée contre l'oppresseur le 7 octobre. Il n'y a que ça qu'ils voient. Mm. Et c'est pour ça que même la question féministe, elle est évincée. Pourquoi, par exemple? Le 7 octobre, des femmes ont été violées, Mm. torturées, tuées. Dans le militantisme, moi, pendant 1 an, on m'a formée à me dire que la présomption d'innocence n'existe pas. Immédiatement, quand une victime vous dit qu'elle a vécu une agression, vous devez la croire sans hésiter. Ouais. Et ce qui plus est, en plus, prévenir un maximum de personnes que son bourreau est un agresseur et l'ostraciser. Donc, encore plus, eux ont un gros problème avec la question de la justice. Mais là, en l'occurrence, quand il y a eu le 7 octobre, il y a eu un renversement. Puisque, techniquement, l'agresseur était dans leur logiciel, le coloniser. Mm. Donc, par conséquent, il n'était même plus question de croire les victimes. Les viols du 7 octobre ont été niés et sont encore niés aujourd'hui dans beaucoup de luttes. Ce sont des mauvaises victimes, parce que vous Tout à dites qu'il y a fait. des bonnes et les mauvaises victimes. Tout à fait. De la même manière qu'on va vous dire immédiatement l'homme noir est l'opprimé, l'homme blanc est l'oppresseur. Mais c'est encore une fois ce logiciel décolonial qui vient évincer, par exemple, moi je viens aussi de Bretagne, énormément de paysans bretons qui sont des hommes blancs cisgenres hétérosexuels Oui. de plus de 50 ans, qui vivent sous le seuil de précarité terrible et qui malheureusement se suicident. Et ça, et pour autant, je n'irais pas dire que c'est des personnes privilégiées. Vous n'avez pas l'air très inquiète de ce que peut devenir ce mouvement. Vous avez tendance à penser qu'ils vont
ils vont s'autodétruire, ils vont passer leur temps à s'exclure et qu'au fond, c'est comme on dit, le dernier qui part faire éteindre la lumière, quoi. Alors, je suis à la fois pas inquiète, mais en même temps, en fait, il a fallu un pogrom pour que les gens ouvrent les yeux. Puisque, je vous l'ai dit, le livre est sorti 3 semaines avant le 7 octobre. Moi, en 3 semaines, j'ai été victime d'un cyberharcèlement massif, j'ai été menacée de mort. Énormément de féministes, etc., avaient immédiatement décidé que j'étais d'extrême droite fasciste. Mmh. Et que par conséquent, je n'étais pas audible ni recevable. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Et là, intra-lutte, c'est comme si plein de militants tournaient la tête et se rendaient compte que à côté d'eux, il y avait des personnes qui attendaient qu'une seule chose, c'est de faire éclater un antisémitisme sous-jacent. Et c'est là qu'ils se sont dit, ouais, en fait, effectivement, il y a une grosse radicalité dans nos milieux dits progressistes. Vous voulez dire qu'à l'intérieur de ces cercles, il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux Beaucoup. depuis le 7 octobre. Beaucoup. Moi, j'en ai quasiment tous les jours. J'échange avec ces personnes. Il y en a même qui sont en train. On les entend pas beaucoup. On les entend, mais là, on va beaucoup les entendre. En tout cas, il y en a certains, je ne peux pas les citer, qui préparent des ouvrages, qui racontent un petit peu ce qui s'est passé de l'intérieur, qui ont témoigné. Moi, j'ai fait des articles où j'ai échangé avec beaucoup de militants, notamment sur les questions LGBT, les questions féministes, qui ont ouvert les yeux en se disant, voilà, le 7 octobre a fait tout vaciller, parce qu'on n'est pas forcément des personnes juives en plus, mais qui étaient juste techniquement, on peut dire, cohérentes dans leur vision de ce qu'est la lutte contre les discriminations. Et qui se disaient, mais mon Dieu, mais comment là c'est possible qu'on ne puisse pas croire qu'il y a eu des viols le 7 octobre alors qu'on est féministe. Et là, c'est pour ça qu'il en existe encore. Le problème, ça va être aussi la question des réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup voulu en parler dans mon livre, et je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et la génération Z. Il y a une désinformation qui est immense sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où un narratif antisioniste / antisémite est prépondérant. / antisémite. Pourtant, vous dites à un moment donné, je l'ai remarqué, que quelqu'un vous dit, allez, je reviens à l'époque où vous étiez dans l'infiltration, quelqu'un vous dit, les Juifs cette année, on les accepte dans les racisés. Ah, ça c'est très important que vous disiez ça. Pour moi, c'était l'élément dont j'ai beaucoup parlé lors de la sortie du livre, puisque justement, il y avait donc dans cette Pride radicale cette question du tri selon la couleur de peau. Et il y a eu un gros silence. C'est un tri permanent. Et ça les embête à chaque fois que je dis, j'ai trié des gens sur leur couleur de peau. Chaque fois, on me dit, mais non, arrête de dire ça. J'avais beaucoup de gens qui disaient, on a juste appliqué la non-mixité. Oui, mais donc, techniquement, j'ai fait de la ségrégation raciale. Et donc oui, quand il y avait cette question de dire, déjà, il y a la première question qui se posait, c'était qu'on n'était pas assez de racisés pour trier les blancs. Donc quelqu'un avait dit, mais est-ce qu'on peut demander à des blancs de trier d'autres blancs ? Donc là, ils se sont dit, donc gros débat. Parfois ça donne envie de rire. Mais oui, c'est drôle. Moi, il y a beaucoup de moments, vaut mieux rire, en fait, techniquement. Soit on rit, soit on pleure. Donc techniquement, je préfère... un sketch, parfois. Mais oui, il y a un côté très, très drôle, justement. Et donc, finalement, ils se disent non, on ne peut pas demander à des blancs de trier d'autres blancs. Et c'est là que la question s'est posée de se dire, mais cette année, qu'est-ce qu'on fait des Juifs ? Et donc, visiblement, en 2022, les personnes juives avaient été mises avec les personnes blanches privilégiées. Et ça n'avait pas été apprécié par les participants. Donc là, déjà, quelqu'un ose cette question à laquelle moi je pensais, qui était de dire, mais comment on reconnaît les Juifs ? Comment on reconnaît un juif dans la rue lors de la manif ? Donc là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de leur dire, on pourrait demander aux juifs de mettre un signe distinctif ? Mais je me suis fait, je vais me faire griller tout de suite, je vais être beaucoup trop... ils vont se douter que je suis journaliste, donc j'ai rien dit. Et finalement, ils se sont dit, si vous tombez sur un juif, laissez-le aller où il veut, parce qu'il était déjà embarrassé. Et on était en 2023, quelques mois avant le 7 octobre. Aujourd'hui, mais je ne vous laisse même pas imaginer. Est-ce que le pire, finalement, ce qui vaut notamment pour les juifs, pour un certain nombre d'idéologues, alors peut-être pas pour des gens qui peuvent être parfois de bonne foi, qui se retrouvent là parce qu'ils ont le sentiment de... C'est très important, vous dites, ils ont tous l'impression de concourir au bien, de faire le bien. Donc il y en a qui sont probablement sincères. Mais les juifs, c'est au fond une catégorie qui a été persécutée et qui s'en est sorti, c'est-à-dire qui ne donne pas l'impression en permanence de vivre comme des persécutés, qui est inséré, qui réussit socialement, économiquement plutôt bien, etc. Ce qui est pour eux vraiment l'horreur, parce que ça veut dire qu'on peut sortir de cette situation de persécuté. Oui, et c'est de pour discriminer. c'est pour ça que pour eux, quand on sort du persécuté, on devient directement la personne qui persécute. On le voit avec le fait de nazifier des juifs, par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu très commun de dire que des personnes qui vivent en Israël sont des nazis. C'est assez fou. Et encore pire, c'est que justement, les personnes juives sont vues comme celles qui tiennent les rênes. On les connaît, les clichés antisémites, de dire ils sont dans les médias, ils sont partout. C'est ce qu'on retrouve vraiment aujourd'hui, de dire de toute manière, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus dire quoi que ce soit parce qu'on va directement être ciblé par... À l'époque, c'était les juifs, maintenant, c'est les sionistes.
Donc c'est extrêmement manichéen, on est soit victime, soit bourreau, quoi. Tout à fait. Et le propre justement de ce militantisme, c'est d'être sincèrement et véritablement persuadé de lutter pour le bien. Et c'est quand on est aussi manichéen, aussi persuadé de lutter pour une cause juste, qu'on ne voit pas qu'on commet les pires exactions. Souvent, vous avez croisé des gens qui savaient même pas de quoi ils parlaient, quoi. Je vois ça parce qu'on voit sur certaines vidéos sur les réseaux Oui, sociaux où les gens savent pas dire qu'est-ce que c'est que le sionisme, non, qu'est-ce que c'est qu'Israël, le rivière à la mer, etc. Enfin, bien ils sûr. n'ont aucune culture en Il y a réalité. une vidéo que moi j'ai vraiment saluée qui est sortie justement pour la manif dont on parlait tout à l'heure Mhm. contre soi-disant le racisme du collectif qui s'est créé lors du 7 octobre. C'est une vidéo notamment de Léa Marciano, si je ne me trompe pas, qui montre, qui vraiment interroge les gens en leur disant mais qu'est-ce que c'est que le sionisme, qu'est-ce que c'est que ceci. Ils ne le savent pas, ils le reconnaissent, ils disent qu'ils ne savent pas. Et c'est ça qui est fou, et c'est ça qui permet, mais George Orwell l'expliquait bien avant moi, c'est justement par la, j'allais dire la bétification, mais vraiment parce qu'il y a une forme d'abrutissement sincère. C'est un manque de connaissance ou alors d'une connaissance qui va être totalement biaisée puisque ce sont des militants qui s'informent en scrollant sur Instagram, c'est-à-dire en faisant passer un feed Instagram et en regardant des publications et qui résument des livres qu'ils n'ont pas lus. C'est vrai que ce que vous avez vécu de l'intérieur, ça dit beaucoup de ce qu'est devenue la société. Bon, il y a ça, la désinformation, les réseaux sociaux, on voit les effets collatéraux. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, vous avez eu le sentiment, en tout cas, parce que Mhm. vous n'êtes pas professionnel, vous dites que vous avez eu le sentiment de croiser, d'avoir une surreprésentation de gens qui sont en suivi psychiatrique, enfin qui ont un problème psy, quoi. C'est un angle que je trouve très important, et dont j'ai pas eu l'occasion énormément de le creuser. Effectivement, vous le dites bien, je ne suis pas professionnelle. Donc là, ce que je vais dire, Oui, mais c'est des... on Voilà, sent certaines tout à choses fait. parfois. Déjà, Un il y a... déséquilibre, Mais enfin, bien sûr, il voilà. y a un déséquilibre parce qu'il y a des formes d'ultra-violence. Déjà, c'est pas forcément une personne saine qui va être Ouais. ultra-violente. Encore plus, ce sont des personnes qui sont aussi autodiag. Qu'est-ce que c'est qu'autodiag? Alors, qu'est-ce que Ce c'est? Oui, sont parce des... qu'il y a des tas de termes C'est comme ça, il y ça. a tellement de termes. Moi, j'ai fait un lexique à la fin de mon livre parce qu'il y avait beaucoup, c'était un jargon, il y a vraiment un autre vocabulaire qu'on doit apprendre. Euh, des personnes autodiagnostiquées, c'est des personnes qui estiment qu'elles sont diagnostiquées, par exemple HPI, donc surdouées, TDAH, donc hyperactive, etc. Et qui disent, voilà, les médecins ne considèrent pas que je souffre de cela, mais moi j'estime que oui. Et le souci, c'est que de l'autre côté, ils vont d'un côté s'autodiagnostiquer et de l'autre rejeter certains diagnostics des médecins qui vont dire, voilà, nous on estime que tu vas avoir un trouble psychiatrique. Je prends un exemple, il y avait quelqu'un un jour qui m'a parlé d'un trouble borderline Hmm. et lui le rejetait en disant non, je ne suis pas borderline, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est assez fou parce qu'il y a d'un côté, il y avait même une pancarte à la manifestation qui disait la psychiatrie, on l'abolit. Parce qu'ils estimaient que justement les psychiatres et les médecins étaient violents et forcément discriminants envers eux. Ouais. Ils n'aiment pas les hôpitaux. Ils disent les hôpitaux nous Ouais, font du mal c'est aussi. ça, les hôpitaux nous font du mal. Eux, ils pensent faire le bien, mais en même temps, toute une série d'institutions qui sont censées s'occuper des gens, ça leur va pas. Oui, mais parce que pour eux, tout est systémique de la même manière qu'ils vont vous dire la police tue. Bon, la Des... police, encore, on sait qu'il y a une haine de la police, Oui, bon, mais on est oui. habitué. Et Mais les les hôpitaux, hôpitaux, quoi. bah oui, parce qu'ils estiment que dans la question de la psychiatrie, il y a un rejet notamment des personnes transgenres. Et que par exemple, une personne trans ne devrait même pas passer par des rendez-vous médicaux Hmm. ou avec des psychiatres pour diagnostiquer une dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est ce dont souffrent les personnes trans qui estiment du coup n'être pas nées dans le sexe qui leur correspond à la naissance. Hmm. Mais ça, pour eux, il ne devrait même pas y avoir de psychiatre qui établisse cela. Ils devraient directement avoir des traitements. C'est un truc qui est vraiment obsessionnel, ça, l'histoire de de la transition de genre dans ces milieux-là. Oui, oui, C'est- oui. En fait, ça l'était avant, et ça l'était encore plus fort On avant dit que qu'arrive la... l'élection américaine même s'est faite en partie, en grande partie, Ouais. sur ce sujet. C'est dans les deux cas, il y a une terreur de ça dans certains milieux Oui, conservateurs c'est et ça. en même temps, il y a une obsession à les défendre de l'autre côté. Tout à fait. En fait, il y a vraiment une radicalité, encore une fois, dans la question de la transidentité. D'un côté, des personnes nient totalement la question trans. Il y a une vraie transphobie, un rejet des personnes trans. Et de l'autre, il y a des personnes qui vont être qui vont dire que tout est transphobe, qu'ils sont censés être discriminés et que si, par exemple, vous vous trompez de pronom, que vous vous trompez de genre, vous êtes directement transphobe. Ils refusent toute forme de méconnaissance et estiment que la société les rejette. Même si c'est vrai qu'il y a des agressions sur les personnes trans, qu'elles augmentent, ça je l'entends. Il y a eu des chiffres qui l'ont prouvé. Mais c'est vraiment un sujet qui cristallisait. Et encore une fois, vous allez dire que je reviens sur ce sujet-là, mais parce qu'avant le 7 octobre, c'est vrai que la question trans faisait partie vraiment des questions qui divisaient et clivaient le plus les luttes. Mm. Et puis il y a eu le 7 octobre et tout a été balayé par la question palestinienne. Oui.
Alors que pour les trans, on ne parle pas non plus de millions de personnes, quoi. Non, pas du tout. Alors, il n'y a pas de statistiques exactes, Mm. mais c'est très très peu de personnes, très très peu de personnes en France en tout cas. Vous avez l'air de penser que les prochaines victimes qui seront écartées de ces milieux-là, c'est les femmes blanches, Oui, qui sont hétérosexuelles, tout voilà, à fait. qui sont juste des femmes C'est hétérosexuelles, ça. Oui, oui, bien mais sûr. Bah, qu'on et va c'est déjà considérer dit. bientôt comme des Mm. privilégiés parce que hétérosexuels, Oui. cisgenres, etc. Ah ben, il y a un vrai rejet. Par exemple, elles vont dire c'est les féministes du MLF, mais c'est Ouais. pas avec, J'étais avec frappé de fierté. voir à un moment donné, il y a une scène où vous montrez comment on traite des femmes enceintes dans Ah ces oui. réunions-là. On les fait pas asseoir on les laisse s'asseoir par terre, Ah oui, hein, bah déjà le rejet de l'enfant aussi, c'est le quelque rejet de chose qu'on peut l'enfant. retrouver dans ces milieux-là, Mm. notamment par des écolos radicaux qui estiment que faire un enfant, c'est polluer encore plus, Ouais. etc. Il n'y a vraiment pas un respect de la maternité, quel qu'il soit, mais surtout un respect de la femme blanche. On les surnomme d'ailleurs les Karen. En référence aux États-Unis à la femme qui s'appellerait Karen et qui Ouais. serait une femme blanche, dite conservatrice, Desperate etc. Housewives, un Voilà, truc c'est comme ça, tout ça. à fait ça. Ouais. Et oui, moi je suis certaine que le prochain ennemi, il y a deux ennemis à abattre pour moi, et ça commence déjà. Pas pour La vous. femme, Enfin, qui vont être abattus. oui, qui Je vont être précise. abattus. Alors, effectivement, à mes yeux, qui vont être abattus, ce sont la femme blanche hétérosexuelle et l'homme gay blanc. L'homme gay blanc. Pourquoi C'est-à-dire l'homme gay blanc? Il ouais, l'appelle le white gay, ouais, justement. Et on l'a vu, alors moi je l'ai vu éclater avec la nomination de Gabriel Attal, quand il a ouais, été ouais. nommé Premier ministre. C'était de C'est dire, des hommes de pouvoir c'est ça, maintenant. c'est le gay blanc est aujourd'hui trop inclus. C'est ce Ouais. qu'ils disent. Hein. C'est la même chose que ce que je disais sur les juifs, Tout c'est-à-dire à fait. ils ont été marginalisés, victimisés, Exactement. mis à l'écart, mais aujourd'hui, bon, bah, la société a évolué et on peut avoir un Premier ministre, peut-être un jour un président de la République, et donc là, ça leur plaît plus. Tout à fait. Voilà. Et là, c'était de dire, ils les appelle d'ailleurs les homonationalistes, c'est un terme qui s'emploie beaucoup, en Mm. disant que ce sont des gays blancs de droite, donc qui ont rejeté ce qu'ils étaient, que maintenant qu'ils seraient trop inclus, ils en oublient d'où ils viennent, et ils leur refusent toute forme de discours ou d'opinion qui serait différente de la leur. Au point que certains veulent enlever le G de LGBT. Tout à fait, vous avez raison. Et il y a même des événements, moi je suis allée, où même les hommes gays blancs n'étaient pas autorisés. Alors, si on continue comme ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la grossophobie, par exemple. Mhm. Et puis quelque chose d'assez particulier, qui est la grossophobie intériorisée. Oui, C'est-à-dire, on vous explique que vous êtes grossophobe, même si bon, vous n'avez pas le sentiment de l'être, mais vous l'êtes. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez maigrir, eh ben, si moi vous faites un justement, régime c'est pour ça. mettre un maillot de bain sur la plage, vous êtes grossophobe. Alors, un peu, mais en tout cas, c'est pour ça que j'avais voulu laisser la parole à Gabriel Dédier, Ouais. qui a écrit un livre très remarqué qui s'appelle On ne naît pas gros. C'était une enquête sincère sur les questions de l'obésité en France et comment les obèses pouvaient être traités, et qui en a fait un documentaire, etc. Et elle-même, dès lors qu'elle avait énoncé le fait de vouloir maigrir, elle a été immédiatement blacklistée et rejetée par beaucoup de militants qui lui disaient « tu as internalisé les discours grossophobes, donc tu veux maigrir ». Et c'est ça qui était vraiment fou. Aux États-Unis, par exemple, c'est elle qui m'a expliqué ça parce qu'elle connaît très bien le domaine. Aux États-Unis, les femmes et les hommes en situation d'obésité vont, par exemple, quand elles militent, se mesurer le tour de taille et se distribuer la parole en fonction des personnes qui ont le tour de taille le plus élevé. Vous avez raison, Donc, on n'est pas loin de la psychiatrie quand même. On est complètement bah, c'est vrai dedans que là, je vous maintenant. donne des exemples quand même. Non, mais il y en a d'autres. Le validisme, par exemple. Ah oui, ça, j'ai Il ne faut découvert pas être ça. gentil avec les handicapés. Non, alors c'est fou. En fait, faut pas être trop gentil, faut pas être méchant quand même, faut pas être trop gentil, et surtout, alors même qu'il y a tout un discours qui est sans cesse victimaire, là, quand on est sur du concret, directement, c'est perçu comme une nouvelle forme de validisme, donc voilà, de internaliser, c'est-à-dire de dire qu'on va traiter différemment des personnes en situation de handicap. Et le plus fou, moi, je m'en rappellerai toujours pendant cette immersion, c'était quand il nous expliquait que voilà, il y a des personnes qui pouvaient faire des crises psychotiques, donc ça quand même ils en ont conscience, hein. Mais que dans ces cas-là, s'ils ont beau hurler, vous insulter, essayer de vous frapper, vous ne devez surtout pas appeler ni les forces de l'ordre ni les secours, parce que vous risquez de les mettre en situation de violence, notamment en psychiatrie, et que si vous voulez les calmer de manière très saine, vous vous laissez évidemment insulter, frapper, etc. Et après, vous pouvez leur donner une pâte de fruits, parce que c'est vegan et réconfortant. Et c'est mot pour mot ce qu'on m'a expliqué. Moi, j'ai du mal à évaluer un peu l'importance de ces mouvements-là, c'est-à-dire dans la génération en question, qui est un peu la vôtre, même si vous n'êtes pas Z, mais enfin On est pas loin. YZ, quoi. Quelle est la force de pénétration, au fond, de cette dinguerie? Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Oui, alors très compliqué évidemment d'évaluer. Parce qu'on Parce voit, que... par exemple, on voit l'université, ça vous faites, Mm. vous faites une description de... Alors, c'est l'université de Saint-Denis, c'est dans Oui, le Paris 9-3, 8. d'accord. Ok, vous n'avez pas choisi les beaux quartiers.
Mais quand même, là, on est plongé là, c'est tout ça, cette idéologie-là, elle est reine dans les Tout universités. à fait. Bah, après, même regardez Sciences Po, hein, il y a Oui, un livre qui est sorti, oui, La Sciences terreur Po, oui, violette c'est vrai. Oui. d'un jeune étudiant, Pablo Ladame, qui raconte justement ce que lui et d'autres étudiants ont observé Mais sur le Sciences Po, on militantisme de nous a Sciences dit Po. aussi que quand même, on en parle beaucoup, on a vu ces rassemblements, les kéfis, etc. Mais beaucoup d'étudiants de Sciences Po nous disent, bon, ils sont vraiment minoritaires, ils font du bruit, c'est des minorités C'est agissantes, des minorités agissantes, tout à mais fait. Le problème, c'est la minorité agissante de militants, elle est, elle est minime. Mais les gens qui adhèrent à leur discours et comment ça infuse, ça grossit. 40 000 personnes à la Pride radicale, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure de participants. Il y a également ma consoeur qui est politologue, Chloé Morin, ouais. qui a écrit un livre où justement elle a sondé un panel de personnes sur les idées dites woke, sans mettre le terme woke. Par exemple, la non-mixité dont je vous ai parlé tout à l'heure, le tri sur la couleur de peau et l'origine, 21% des Français interrogés adhéraient à l'idée de faire des réunions ou des espaces en non-mixité choisie, soit en triant des gens sur la couleur de peau ou C'est l'origine beaucoup quand présumée. même. 21%, c'est énorme. Et elle a également fait, je crois que c'était 29% des Français sondés qui estimaient qu'ils étaient pour la cancel culture si des œuvres sont jugées problématiques. Alors, Nora Bussini, il y a une forme de... Votre essai est vraiment particulier parce qu'il y a une forme d'empathie quand même si, bon, vous adhérez pas du tout à ça, évidemment, mais quand même, vous êtes tombé sur des gens on a l'impression que vous ont touché quand même. Voilà, vous sentez que vous aviez eu un peu envie de les aider, quoi, non? Oui, en fait, j'ai un rapport très particulier, mais c'est surtout de forme d'enquête. Là, j'étais à nouveau sur le terrain pendant un an, justement. On en reparle, on aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler ensemble, en immersion. J'essaye vraiment de venir avec de l'empathie et d'essayer à tout prix de comprendre les personnes et la psychologie des gens qui se cachent derrière ces militants-là. Donc forcément, quand on entend des personnes qui ont eu des discours, enfin, qui ont des vies pas faciles, on parle d'agressions sexuelles terribles, on voit que ce sont des personnes qui, pour certaines, sont peut-être en dépression, souffrent en tout cas. Oui, effectivement, ça va me créer une forme Une d'empathie. forme d'idéalisme un peu bébête, quoi. Quand ils Oui, vous disent, par exemple, il y a certaines sociétés en Afrique où il n'y a pas de policiers parce oui, que c'est ça. tout le monde s'occupe de tout le monde, etc. Ils rêvent de ça, d'une espèce de monde Ah, c'est très utopique. sublimé, rêvé, Tout à fait. Bah, après, monde par exemple, d'enfants, en c'est fait. ça, à On ce a l'impression moment-là. qu'ils ne sont pas sortis Eh quelque ben, part c'était de une soirée quand l'enfance. même dans une salle municipale, hein, à Ivry-sur-Seine, cette fameuse soirée, justement contre les violences policières. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'avait intitulé. Donc, on entendait ce discours-là qui finalement amenait au fait de faire justice nous-mêmes sous la forme de milices. Ils ont quand même scandé à cette soirée: un bon flic est un flic mort. Donc, dès lors qu'on a une forme d'empathie, de se dire ils sont quand même un peu naïfs, ils sont candides, etc., on est rappelé au concret de la violence de ce qu'ils peuvent porter. Quand ils scandent un flic, une balle, justice sociale, Ouais, ouais. c'est pas qu'un slogan, puisqu'après, ils vont vous l'expliquer en vous disant, voilà, il faudrait qu'on s'organise, qu'on arrête de faire appel aux forces de l'ordre, qu'on fasse justice entre nous, parce qu'on est capable de faire de la même manière qu'ils rejettent la justice. C'est la question de la présomption d'innocence. Parlons un peu de votre démarche, Nora Bussini, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Dans le journalisme d'immersion, quand on le fait bien, vous le dites bien dans le livre, c'est que on épouse, Oui. on joue tellement bien le rôle que finalement, il y a une forme de dissociation de la personnalité à un moment donné qui intervient. Tout à fait. Moi, j'ai même pas passé 3 ou 4 mois sans me demander ce qui faisait de moi une femme. Question que je m'étais absolument jamais posée de ma vie. Il m'a même pas fallu 6 mois pour me dire: «Mais est-ce que j'ai pas finalement une islamophobie internalisée?» puisque je critique le port du hijab. Alors qu'avant, c'était pas du tout une question. Il fallait à chaque fois que je me fasse violence et que je me dise: «Non, attention, quelles sont tes limites? Tu es parti avec quoi?» Donc on m'a beaucoup reproché, hein, quand le livre est sorti dans une certaine presse dite de gauche, mes biais quand j'ai écrit cette enquête et les positions que j'avais, mais je les ai énoncées dès le début du livre. Mais il y a eu aussi cet aspect où je me disais: «Mais finalement, est-ce qu'il faut pas une radicalité militante et une violence pour que les choses, elles avancent?» Et j'ai passé, moi, un an à culpabiliser, effectivement. Mmh. Et d'ailleurs, vous avez rencontré des féministes, je pense aux Mmh. celles qui collent, Les colleuses. les colleuses, celles qui collent ces petits messages qu'on voit, enfin ces gros messages Mmh. qu'on voit sur les murs. Et c'est drôle, enfin, c'est intéressant parce que finalement, la question du voile chez les Mmh. féministes, c'est ce qui les divise. Et il y en a beaucoup qui vous ont dit que elles faisaient attention à ce qu'elles disaient, Mmh. c'est-à-dire que dans le fond, elles étaient bien conscientes des discriminations qui existent dans l'islam contre les femmes, mais alors surtout, il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce qu'on est vite accusé d'islamophobie. Exactement, c'est ce qui s'est passé, Donc c'est il y ce a qui une avait forme de scindé. terreur quand Ah mais il y a une même. vraie terreur et c'est ce qui s'était scindé au sein des colleuses. Justement, moi j'ai passé une nuit avec les colleuses à coller, c'était un moment qui m'a beaucoup touchée et c'est bien que vous le souligniez parce qu'il n'y a pas eu que des moments terribles, hein, ou Mmh. drôles, enfin drôlement tristes. Elles m'ont expliqué que justement elles avaient été divisées au sein des colleuses parce qu'il y avait eu 2 choses. Il y avait eu, l'affaire déjà Samuel Paty,
où justement, immédiatement après son assassinat par un terroriste, il y avait eu des collages en disant l'islamophobie tue ou attention à l'islamophobie, je ne me rappelle plus les termes exacts, alors même qu'il venait d'être assassiné la veille ou 2 jours avant. Et ça avait beaucoup désarçonné des colleuses. Deuxième épisode, on était aussi pendant l'affaire de la question de l'Iran avec Massa Amini, etc. Et il y avait eu des colleuses à Montreuil qui avaient voulu faire des collages en disant à 6 ans ou à 8 ans, si tu portes le voile, tu n'es pas consentante. J'ai vécu à Montreuil, j'ai vu effectivement des enfants qui portent le hijab. Elles ont fait ce collage-là, il y a eu une vraie scission en disant non, on ne peut pas te laisser coller des propos islamophobes et racistes. Sauf qu'elle disait, mais ce n'est pas des questions de racisme, d'islamophobie, c'est des questions de violence faites aux enfants et d'oppression pesée sur des enfants. Et c'est là où on touchait vraiment à ce que nous, les féministes universalistes, portons, de dire attention, les questions décoloniales viennent phagocyter les luttes militantes féministes. Pour autant, ce n'est pas des milieux dans lesquels il y a emprise le débat. C'est-à-dire que c'est des positions qui, si elles sont tenues, peuvent valoir simplement d'être exclues, quoi. Oui, d'être exclu manu militari. Après, quand même, d'être cyberharcelé. Il y en a beaucoup, c'était le cas. Et c'est quand même des groupuscules. Hein. Certains m'avaient même demandé s'il n'y avait pas un côté sectaire dans le militantisme. Mais c'est que vous perdez comme tous vos amis. Vous avez des gens qui vont vous écrire et qui vont prévenir un maximum de monde que vous êtes problématique. J'emploie ce terme, parce qu'il est très vague. Donc, il y a vraiment un rejet des groupes sociaux. Quand quelqu'un est déviant. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de on englobe tout dedans, Ouais. c'est ça qui est assez fou. Donc il y a vraiment où vous perdez vos proches techniquement, et encore une fois cet effet très manichéen de dire du coup vous êtes d'un seul coup dans le camp du mal. Et ça psychologiquement ça bouleverse beaucoup de monde. Est-ce qu'ils sont conscients que ces excès caricaturaux braquent une partie de la population qui n'irait pas spontanément vers la droite ou l'extrême droite, mais qui va y être poussée justement parce qu'elle a peur de ça, de ces excès? Pour eux, justement, le problème, c'est qu'ils étaient déjà d'extrême droite sans le savoir. Et ça, c'est vraiment fou quand on peut voir ça sous la question de l'antisémitisme, où on va avoir beaucoup de militants d'ultra-gauche qui disent « mais ça y est, ils nous trouvent des excuses, ils se trouvaient des excuses jusque-là, mais c'est juste qu'ils voulaient aller à l'extrême droite ». Et de toute manière, ils ne sont pas lucides. Quand on entend des députés de la France Insoumise qui disent « le parti qui protège le mieux les Juifs en France, c'est la France Insoumise », à un moment, comment est-ce qu'on peut essayer de discourir de manière raisonnée? Il y a des sondages qui montrent justement, il y a des faits, Mais alors, ils des se gens qui mentent à témoignent. eux-mêmes, ils croient à ce qu'ils disent. Oui, ils mettent des œillères, puisque l'un des slogans principaux des luttes militantes, c'est laisser parler les concernés. C'est-à-dire que Oui. quand vous êtes dans une lutte militante, quelle qu'elle soit, d'abord la priorité aux personnes qui vivent cela. Laisser parler les concernés, mais pas quand les personnes sont juives et qu'elles tiennent un discours qui n'est pas antisioniste et décolonial. Au fond, est-ce que la leçon politique à tirer de ça, c'est que pour ces gens-là, ils sont dans une post-démocratie. C'est le concept de démocratie, c'est-à-dire un homme ou une femme, une voix. Ça s'applique pas parce il faudrait au fond que certains aient plus de voix que d'autres. Les discriminés devraient avoir plus de voix au chapitre que les autres. On entend ça aussi un peu. Parfois, on entend que les vieux devraient pas Oui. voter, que voilà, des choses qu'on. Et surtout, le prorata est très difficile. Vous me parliez tout à l'heure de mon enquête sur Wikipédia. Wikipédia, il y a donc des J'allais y contributeurs. venir justement. Ah bah, vous alliez y venir, je vous fais Vous faites la transition. transition parfaitement. Voilà. Si vous voulez, je vous laisse me. Non. Très bien. On est un peu dans, j'allais dire, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes Oui. dans les mêmes milieux, quoi, dans les mêmes types de démarches, sauf que c'est plutôt cyber dans un cas, ils vont pas sur le terrain, ils sont plutôt abrités derrière leur Tout ordinateur. à fait. Et il y a un régime de pseudonymat sur Wikipédia, pas d'anonymat. C'est-à-dire qu'on peut quand même retrouver les personnes derrière les pseudos, notamment par l'adresse IP. Mais sur Wikipédia, nous avons donc des contributeurs. Des contributeurs sont des gens comme vous ou moi, bénévoles, qui vont contribuer à enrichir cette encyclopédie libre dont l'initiative est extrêmement louable. C'est quand même Wikipédia, dans le 6e ou le 7e site le plus consulté en France. Et le souci, c'est que nous avons des contributeurs très installés qui ont beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, moi c'est ce que j'ai pu constater dans cette immersion, qui vont entreprendre de modifier subtilement le narratif et de choisir les sources qu'ils vont employer pour étayer leurs propos. Nous, par exemple, à la rédaction du Point, mais à la rédaction de Franc-Tireur aussi, Marianne a eu le même souci, mais également au Figaro, ces sources-là vont être considérées comme à prendre avec des pincettes, voire même à museler, parce qu'elles seraient jugées comme de droite, comme militantes. Mais d'autres médias, eux, vont être parfaitement acceptés par ces contributeurs-là, alors même que ce sont des médias qui ne cachent pas leur position politique, voire militante. Et ça qui est assez fou. Et justement, chez ces contributeurs, on a un noyau dur de contributeurs très installés. Certains sont même des administrateurs, ça veut dire qu'ils sont mandatés par les contributeurs pour régler des conflits entre des pages, qui, quand on va les retrouver en 2 secondes, ils ont souvent les mêmes pseudos sur Twitter, etc. Par exemple, vont être
extrêmement engagé contre Israël, va être Mmh. extrêmement pour la France insoumise. L'une des anciennes, je crois, c'est ce que m'avait expliqué un contributeur, présidente de la fondation Wikimedia, avait dans sa boîte à outils, sa forme de bio, le terme « je suis d'extrême gauche ». C'est ce qu'il explique dans un ouvrage qui va paraître. Et à partir de là, comment on peut se dire que cette minorité, c'est elle qui va être décisionnaire des informations que vont consulter en masse les Français? C'est ce que vous dites, c'est en ça que c'est très grave, parce que vous parliez de la désinformation tout à l'heure en parlant des réseaux sociaux, mais quand on sait que Wikipédia, c'est souvent, pour ces gens qui connaissent pas grand-chose, hein, ils le disent eux-mêmes, quand on tape un truc sur Google, la première Oui, c'est réponse, Wikipédia. c'est Wikipédia, donc ça devient l'alpha et l'oméga de leur connaissance. Et au fond, sous couvert de neutralité, parce que Wikipédia explique qu'il faut avoir un ton neutre, en fait, c'est très orienté. Bien sûr, c'est En très particulier orienté par sur le... cette question, mais sur C'est vous. ça, sur le choix des sources. Moi, j'ai pu le voir parce que j'ai beaucoup travaillé déjà avant le 7 octobre quand même. J'étais tombée sur la page d'un prédicateur islamiste qui s'appelle Mohamed Hassan Dadou, Mhm. qu'on connaît peut-être pas, mais il était très proche de l'assassin du père Jacques Hamel. Et il était notamment celui qui avait fait une grande diatribe pour appeler au meurtre de la rédaction de Charlie Hebdo. Quand on tombait sur sa page Wikipédia française, on pouvait voir qu'elle était à l'époque complètement hagiographique. C'est-à-dire qu'il était présenté comme un savant érudit qui savait lire le Coran à l'âge de 3 ou de 6 ans. Vraiment, on ne découvrait à aucun moment la gravité disponible en 2 clics sur Google. Et pourquoi ça? Parce qu'on pouvait voir que parmi l'historique des modifications, parce que tout est transparent sur Wikipédia, ça qui est positif, Mhm. on pouvait voir que 2-3 contributeurs bloquaient les tentatives de modification en disant pas assez sourcé, comme exemple. Et ces mêmes contributeurs-là, moi, je les retrouvais sur des pages comme celle du Printemps républicain, comme celle de Marianne, etc., où ils mettaient systématiquement le mot islamophobe. On sait aujourd'hui que l'accusation d'islamophobie est une cible et peut tuer. Comment ça s'explique justement qu'il y a ces quelques personnes qui ont le droit de supprimer des sources et que d'autres ne peuvent pas le faire? Eh bien, déjà, parce que il l'explique très bien Wikipédia, parce qu'il y a eu quand même aussi du côté de l'extrême droite, moi je pense à notamment Éric Zemmour et Reconquête, dont l'équipe s'était faite Ouais. remarquer pour avoir essayé de modifier sa page, etc. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres. On ne peut pas si facilement modifier une page, même quand on est la personne concernée. Ouais, Pour ouais. éviter cette question, Je le sais, je suis ah bien bah voilà, placé pour le savoir. pour Oui. éviter cette question justement géographique, de dire on veut vous proposer un contenu objectif et factuel. Mm. Donc, on ne veut pas quelque chose qui va, par exemple, mettre en avant quelqu'un de manière trop flatteuse. Sauf que le souci, c'est aussi la manière de dire tel ou tel élément ou telle personnalité n'est pas assez connu, ce fait-là n'est pas assez important. Je prends le cas du viol de la jeune fille à Courbevoie. Mm. Jeune fille juive, justement, Mm. c'est ce que m'a expliqué ce contributeur, dont le livre, quand même, je vais un peu l'annoncer pour pas Ouais. mettre que moi en avant. La face cachée de Wikipédia aux éditions du Cerf va sortir le 3 avril. Et il m'en parlait beaucoup parce qu'on a travaillé ensemble sur Et ces sorti, enquêtes-là. ouais. Il sort le 3 Mm. avril. Justement, lui montrait que cette actualité qui était terrible, ce drame abominable en pleine période politique où Jean-Luc Mélenchon annonçait que l'antisémitisme était résiduel en France, dès qu'une page Wikipédia a été créée sur le sujet, elle a été immédiatement supprimée en disant c'est pas un élément assez suffisant pour qu'il ait sa place sur Wikipédia. Donc il y a même un choix maintenant de l'information en tant que telle, en plus du choix des sources. Nora Bussigny, je reviens sur la démarche de la journaliste d'infiltration. Ce qui est très intéressant, c'est que vous ne cachez rien dans le livre sur les inquisiteurs. C'est que vous avez jugé utile d'être suivi par un Mhm. psy pendant toute la période qu'a duré cette infiltration. Oui. Parce que vous aviez peur des conséquences que ça pouvait avoir? Non, pas du tout. Il s'appelle Ruben Rabinovitch, d'ailleurs, Ouais. je l'embrasse. Non, en fait, je me suis dit, à chaque fois que je lisais des livres d'infiltration, je ne suis pas du tout la seule à l'avoir fait, on se Ouais. doute bien, et je me dis tout le temps, mais j'aimerais bien savoir psychologiquement à quel point ça les atteint. J'aimerais bien savoir ce qu'ils doivent se dire s'ils vont chez un psy. Mm. Et en fait, je voulais montrer aussi aux lecteurs à quel point ce mouvement peut impacter des personnes, même une personne qui part avec une position professionnelle, puisque j'étais une journaliste et une lectrice qui écrivait un livre. Donc je ne partais pas un peu à l'aventure toute seule. Et je voulais montrer à quel point ça pouvait m'atteindre. Et finalement, c'est pour ça que ces séances étaient à chaque fois retranscrites. Et on voit peu à peu comment je me perds, comment justement je culpabilise, comment j'ai peur de la sortie, et comment je me dis, est-ce que finalement, à quoi bon? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à faire? Et je trouve que c'est pour ça que ces séances, elles étaient importantes. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous aviez besoin de découvrir quelque chose sur vous, ou votre positionnement par rapport à votre génération?
On dit souvent qu'il y a quelque chose de générationnel dans tout ça, mais vous vous sentez peut-être un peu en décalage par rapport Oui, à... parfois. C'est vrai que je me sens en décalage et je pense qu'encore plus pour les personnes qui sont plus jeunes que moi. Parce que pour le point, une semaine sur deux, je m'entretiens avec des jeunes de cette génération Z Mmh. afin de discuter avec eux de sujets qui font leur actualité, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je vois ceux qui sont perdus, ceux qui ne se reconnaissent pas, ceux qui ont l'impression d'être assez seuls. Et moi, j'avais un petit peu ce sentiment-là, en tout cas sur la question du féminisme. J'étais très perdue parce que je me disais: «Mais je me sens féministe, mais je me reconnais pas dans le féminisme intersectionnel et plus particulièrement décolonial qui avait le vent en poupe», en tout cas au moment où moi je faisais cette enquête. Et c'est pour ça que j'étais perplexe et je me disais: «Est-ce que c'est moi qui ai tort? Ou est-ce qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas?» Bon, finalement je me suis rendu compte et il a fallu hélas un programme pour que beaucoup de gens ouvrent les yeux, qu'il y avait un féminisme universaliste jeune et qu'il y a des gens qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, mais qui sont progressistes, qui se réveillent et qui disent aujourd'hui, il faut qu'on se batte. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je reviens un peu sur ce que je vous ai dit. J'ai l'impression qu'on les entend peu, ou alors est-ce que c'est une déformation des réseaux sociaux? J'en sais trop rien. C'est difficile, mais vous avez plus d'éléments que moi pour le dire, puisque vous êtes vraiment immiscé. D'ailleurs, je pense que ce soit Le Point ou Franc-Tireur, ce qu'ils ont voulu vous confier comme mission, au fond, c'est Mm. d'ausculter ces générations-là, parce que Oui, tout à fait. quand on vieillit, on perd un peu le contact avec elles, c'est normal. Oui, on perd le contact et aussi c'est vrai que je comprends tout à fait que les réseaux sociaux soient pas forcément intuitifs pour tous. TikTok par exemple, qui est vraiment l'application la plus utilisée chez la génération Ouais. Z, elle est vraiment elle fourmille de points de vue et on le voit au nombre de likes, au nombre de commentaires, au taux d'engagement de tel ou tel témoignage, de ce qui va les faire beaucoup plus réagir, de ce qui font leurs réactions, leurs avis, et cetera. Et c'est pour ça que c'est pas forcément accessible à des personnes qui sont plus âgées, ce que je comprends tout à fait. J'ai peut-être une explication. Parfois, quand je vois un peu j'ai l'impression que vous avez une forme de bon sens, c'est-à-dire un peu, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, provincial, parce que vous dites, vous êtes né à Clermont-Ferrand, vous dites, je viens de Bretagne, etc. Mais j'ai l'impression que ça compte quand même pas mal dans votre approche des choses. Vous avez une espèce de bon sens qui n'est pas parisien, quoi. Non, Non? c'est vrai. Alors déjà, c'est vrai parce que ce soit pour cette immersion-là, les Nouveaux Inquisiteurs, et pour la prochaine qui sortira en septembre, dont je ne peux pas trop parler, mais Mm. voilà, vous êtes au courant. À chaque fois, je tiens à faire cette immersion, mais pas qu'à Paris. Parce que je sais très bien, pour avoir vécu en province aussi, comme on dit, il y a ce côté très... de toute manière, c'est un phénomène parisien, ça ne nous concerne pas. Et justement, moi, je voulais montrer, je veux laisser la parole aussi à plein d'autres gens qui ne sont pas que parisiens. Et aussi, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Mm. D'ailleurs, Oui. c'est Marianne, alors c'est Le Point qui m'a mis le pied à l'étrier du journalisme, et c'est Marianne qui a mis le pied à l'étrier de l'enquête, en me disant, voilà, c'est vrai que tu n'as pas forcément les codes et la méthodologie stricte d'un article il y a quelques années, mais tu as remarqué qu'il y a quelque chose, et qu'il y a un sujet, et tu sais que ce sujet peut être intéressant. Et donc, techniquement, tout ça, c'est ce que me disaient mes chefs, du flair. Et c'est vrai que c'est peut-être de ne pas avoir fait d'école de journalisme et d'avoir appris au contact de très bons journalistes, Ouais. et en plus de ne pas être de Paris, qui peut-être ouvre mon regard, en tout cas. C'est vrai que heureusement qu'il y a encore des journalistes qui réussissent à démarrer sans avoir fait des écoles de journalisme. Je peux le dire parce que moi j'en ai fait une, mais c'est vrai que heureusement qu'il y a ça encore. Mais ça a été dur pour vous de comment le tout début. Vous parlez de Marianne, vous avez commencé à J'ai commencé Marianne. au Point. Au En point, fait, d'accord. de Ok. manière assez drôle, puisque à l'époque, donc moi, j'ai fait des études de lettres modernes, Mhm. et à l'époque, pour pouvoir financer aussi mes études, j'étais pionne, surveillante, comme Mhm. beaucoup Et d'étudiants, vous avez hein. fait un livre d'ailleurs Voilà, j'ai là-dessus. fait un premier ouvrage dessus, mais avant toute chose, moi, en fait, ce que je voyais dans cet établissement, qui était une REP+, je voyais des choses complètement folles, et je me disais, c'est fou parce qu'on entend toujours la voix des profs, tant mieux, on entend la voix aussi des principaux, mais jamais des surveillants, alors qu'ils sont au contact des élèves, des familles, etc. Et donc moi, je notais un petit peu ce que je voyais, et j'avais une copine qui faisait du babysitting chez des journalistes du Point, et je la suppliais de leur faire lire mes textes juste pour avoir un avis et pour pouvoir proposer ça à la gazette locale. Et en fait, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais in fine, Le Point m'a donné une chronique hebdomadaire tous les mercredis, et je me suis retrouvée à 19 ans à gérer cette chronique hebdomadaire avec des journalistes qui m'encadraient, et à ce qu'elle plaise beaucoup aux lecteurs, et c'est pour ça que j'en ai fait un livre. Et du coup, je faisais aussi initialement beaucoup de sujets d'éducation. Je parlais avec des jeunes, j'avais des chroniques, je les rencontrais, je discutais avec eux. Et après, en collaborant en partie avec Marianne, c'est là que de l'éducation, on part directement sur des questions de laïcité, notamment quand on travaille beaucoup Ouais. en banlieue. Et avec Marianne, j'ai beaucoup travaillé sur des questions d'islamisme, mais aussi de militantisme, etc. Vous avez une identité vous aussi multiple. Vous l'avez dit vous-même dans Rabusini, puisque
Votre maman est née au Maroc? C'est ça. Donc, est-ce que ça a joué aussi dans cette volonté de s'immerger un peu dans ces milieux-là? Est-ce que vous alliez y chercher aussi quelque chose? Est-ce que vous avez trouvé de l'assignation identitaire, par exemple? Est-ce que vous avez trouvé... Vous avez l'air de très bien vivre vos identités multiples, mais est-ce que c'est quelque chose qui est... je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment la maladie un peu de ce milieu, l'assignation identitaire, le fait de dire, bon, Mmh. vous êtes racisé, bah, ah oui, bah, votre maman est née au Maroc, vous êtes racisé. Mmh. Parce que c'est pas comme ça quand on est normal dans la vie, Non. non? Et d'ailleurs, c'est fou parce que la première immersion du livre, la première fois que je suis allée sur le terrain, c'était à une manifestation, un rassemblement féministe, et j'ai pris la parole et j'ai posé la question aux personnes présentes qui étaient en train de parler depuis, je crois que j'ai jamais entendu le mot race en si peu de temps dans un discours, et je leur ai dit, moi je l'ai dit de manière un peu innocente en disant voilà, ma maman m'a toujours enseigné la laïcité, l'universalisme, la démocratie. Elle était très fière après d'arriver en France, d'avoir la nationalité française après. Elle m'a toujours enseigné cela. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, ma mère s'est trompée? Et c'est là qu'on m'a fait remarquer qu'en fait, ma mère a bu la soupe républicaine. Je crois que c'était ça le terme qui était La employé. soupe républicaine. Ouais, où elle a cru à un discours républicain et qu'elle s'est trompée, comme beaucoup de personnes migrantes, sur la France et sur ses intentions. Et c'est là où je me suis dit, ok, bon, bah, clairement, on ne sera jamais d'accord, en tout cas sur ça. Alors donc il y a ces questions d'identité, on comprend certainement, et ça c'est un peu rassurant, qu'au fond le pays réel n'a pas beaucoup de sympathie pour ces extrémistes en réalité. Quand on vous lit, il faut redescendre un peu sur terre parfois. C'est ça. Et puis il y a tous les sujets sur lesquels vous travaillez, qui est cette fameuse génération Z. Je veux terminer juste avec cette question parce que je lisais ça dans je ne sais plus quel canard. Il y avait un titre qui disait comme ça, la génération Z est trop chiante pour les patrons. Est-ce que c'est vrai? C'est moi qui ai écrit ça, cet article. Je vous ai Oui. tendu la perche. Voilà, oui, c'est pas mal. Est-ce c'était dans le que fond. c'est vrai? Ah, c'est drôle. En fait, c'est une génération que moi je trouve assez marrante parce que c'est une génération qui va considérer n'importe qui comme son pote. C'est-à-dire que il va vraiment y avoir un truc qui va être très détendu, qui va être, mais de l'autre côté, qui va être très exigeante, qui va être de dire, bah voilà, nous on rejette totalement nos parents qui ont beaucoup trop obéi à leur patron, qui ont beaucoup trop déployé le genou, et nous maintenant on va se rebeller. Et d'ailleurs la spécialiste que j'ai interrogée dans l'article me disait, en fait la génération Z, elle agit comme sur Tinder, ça veut dire qu'elle date. Elle scroll, j'emploie plein de termes qui vont peut-être offusquer certains, et elle passe très vite. C'est une forme de speed dating, mais qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau du logement. Ils vont avoir beaucoup de mal à s'installer pendant des années dans un même appartement, même dans un même pays, parce qu'il y en a beaucoup qui vont voyager, etc. Et c'est une génération qui va très vite, mais qui va être compliqué pour les patrons parce qu'elle va se dire bah, c'est pas grave, moi je m'en vais, je pars. Il y a beaucoup de témoignages sur TikTok de jeunes qui disent le patron m'a très mal parlé, bah, j'ai rendu directement mon uniforme et il se filme en train de dire je suis parti et j'ai rendu mon tablier. Eh bien écoutez, ils ont peut-être pas forcément tort, parce que moi qui suis la génération, je sais plus quoi, j'en sais plus rien, je sais plus quelle lettre, mais c'est vrai que quand on voit les plus de 50 ans qui parfois se font virer de leur boîte après avoir passé 30 ans de bons et loyaux services, on se dit quand même, bon, ils ont peut-être été un peu naïfs. C'est ça. Hein? C'est tout à fait possible. En tout cas, moi j'espère qu'il n'y aura pas un retour de bâton. Et là, on passait d'un extrême à un autre. Et encore une fois, c'est l'idée de trouver cette nuance entre les deux. Mais ils ont beaucoup de choses à dire et j'aime beaucoup en tout cas travailler avec eux. Merci beaucoup Nora Busigny. Merci beaucoup. Bonne chance pour votre nouvelle immersion et dont on parlera certainement ici. Et on peut se référer aussi encore aux Nouveaux Inquisiteurs chez Albin Michel, cette enquête sur les milieux pour aller vite. Woke.